Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hilaire, le créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Elliot Singler, cofondateur et président de la plateforme Amazing Content. Bonjour Elliot, comment vas-tu ? Salut Patrice, très bien, merci. Et merci Alors, d'ailleurs de ton invitation aujourd'hui. eh ben écoute, c'est un plaisir. Tu as pas mal d'actualités, mais on va plutôt d'abord revenir à toi en fait. Donc, Elliot, tu as créé en fait Amazing Content il y a 7 ans maintenant. Vous êtes la première plateforme tout en un de gestion de l'influence des dirigeants. Alors, c'est une plateforme, un SaaS, qui est utilisée par 80 entreprises de nombreuses directions de communication du FBF 120. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ce que je viens de dire par rapport à Amazing Content ? Merci pour cette présentation. Effectivement, ouais, ça fait 7 ans qu'on a lancé ce projet avec cette vision déjà à l'époque d'avoir une communication incarnée pour pour les entreprises comme levier de prise de parole sur les réseaux sociaux. Ce que je pourrais ajouter peut-être brièvement à ton introduction très complète, c'est effectivement qu'on cherche vraiment à proposer une approche complète à nos clients qui se base à la fois sur la stratégie pour démarrer, les contenus pour avancer et puis la data pour progresser. Ok. Alors, on va bien sûr commencer par ton actualité, qui est la parution du classement 2024 des COMEX les plus influents. Classement basé sur la leader advocacy du FBF 120. Alors, pour rappeler à tout le monde, la BF 120, c'est les 120 plus grandes entreprises françaises. Alors, classement que j'imagine est toujours très attendu dans les DIRCOM des grandes entreprises concernées, j'imagine. Ça commence. Effectivement, c'est la 4e édition, donc on a réussi, je pense, à installer cette étude dans le paysage de la communication. C'est un rendez-vous aussi qui est du coup porté en exclusivité par les Échos chaque année depuis donc son lancement. Avec cette année enfin, deux nouveautés, puisque donc, nous l'avons fait en partenariat avec LinkedIn d'une part, et d'autre part, nous avons aussi mis à contribution les DIRCOM du top 10, voire même un peu plus, pour qu'ils nous partagent leur vision du leader advocacy, ce qui vient enrichir l'étude avec, pour moi, c'est vraiment un unfair advantage, puisque c'est des personnes qui se sont lancées dans cette démarche souvent il y a plus de 5 ans, parfois 10 ans, et qui donc ont une véritable expérience des problématiques qu'elles ont rencontrées en cours de route et qui partagent de ce fait-là des éléments intéressants pour gagner du temps pour tout directeur ou directrice de la communication qui souhaiterait se lancer. Alors, Peut-être je qu'en précise qu'on quelques mettra. chiffres, Ouais, vas-y. Vas-y, fini, je t'en prie. ouais, non, en quelques chiffres peut-être, ce que tu disais, c'est très attendu. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est que cette année, oui, ça a été vraiment bien relayé. Donc ça, c'est chouette. On a plus de 10 parutions presse déjà en quelques jours, 350 000 impressions à date sur LinkedIn, plus de 7 000 engagements, voilà. Et qualitativement, très content aussi d'avoir pu être relayé dans l'analyse de Nicolas Bordas, qui donc est le président de TBWA Corporate et qui s'est appuyé sur notre étude pour une étude approfondie du sujet du leader advocacy. Donc euh, j'ai l'impression qu'elle était voilà, ça effectivement le lancement s'est bien passé. Alors, ce que j'allais te dire, c'est qu'on va mettre aussi le lien vers votre site. Alors, forcément, donc derrière, il faudra les gens qui s'inscrivent pour récupérer l'étude. Mais en tout cas, on mettra vers le lien dans les notes de l'émission. Alors, est-ce que tu peux quand même nous dévoiler déjà le top 5 de cette année ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc effectivement, cette année, le top 5 est constitué déjà d'un podium qui ne change pas, puisque nous avons Carrefour à la première place, comme l'année précédente, Capgemini et enfin Orange qui trust donc le podium. S'en suivent cette année Schneider Electric à la 4e place et L'Oréal qui se hisse à la 5e place. Donc ce qu'on observe en 2023, c'est que on a globalement les mêmes entreprises
peu ou prou que les années précédentes ce top 5 de tête. Une différence notable, c'est Total Energy qui en 2022 était pour le coup à la 4e place et qui cette année a un petit peu chuté. En 2022, il s'était hissé dans ce top 5, notamment grâce à un tweet viral de Patrick Pouyanné, je ne sais pas si tu t'en rappelles, suite à la grève des pompistes sur sa rémunération. Et ça avait fait pas mal de bruit. Oui, forcément, là, ça avait eu beaucoup de viralisation. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est aussi souvent dans les classements comme ça, la première question, les questions qu'on pose, c'est aujourd'hui la méthodologie qui a été utilisée. Donc, tu peux nous en dire plus justement sur cette méthodologie? Oui, tout à fait. La méthodologie de Amazing Content, elle se veut simple et univoque. Univoque, donc dans le sens où, plutôt, on va commencer par la simplicité. On est parti de l'indice SBF 120. Donc ça nous donne une première assiette d'entreprise. Voilà, il faut partir d'une assiette. Donc ça, c'est ce qu'on fait chaque année. Il y a des entreprises qui rentrent, des entreprises qui sortent. Donc on ne classe pas les 120 mêmes entreprises chaque année, mais en tout cas, c'est toujours celles qui sont cotées. C'est donc les 120 plus grosses capitalisations boursières de la place de Paris. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a ensuite besoin, nous on fait une étude de l'influence collective. Donc il nous faut ensuite une assiette de dirigeants et on a décidé de prendre le COMEX pour pouvoir comparer à chaque fois la même chose d'une entreprise à l'autre. On va ensuite, pour chacun de ces dirigeants, aller récupérer l'exhaustivité des publications sur LinkedIn et sur X de la période d'études, de manière à ensuite pouvoir sommer l'ensemble des engagements. Donc les engagements, ce sont les réactions, les commentaires, les reshares sur ces deux plateformes. Donc ça va nous donner une masse de travail assez importante déjà, parce qu'il faut se rendre compte que par exemple cette année, ça représente 1455 membres de COMEX. Ah oui, effectivement. C'est plus de 4 millions d'engagements sur LinkedIn et près de 200 000 engagements sur X. Voilà, OK. donc c'est un très gros travail. Ce boulot, effectivement, donc voilà, ça nous permet d'avoir cette exhaustivité finalement des engagements générés, et donc ça nous permet d'avoir cette mesure de la démarche d'influence collective qui est finalement qu'on observe dans chacun des comex qui sont les plus performants. Donc c'est vrai pour Carrefour, c'est vrai pour Capgemini, c'est vrai pour Orange. On va retrouver à chaque fois finalement cette structure d'influence collective qu'on pourra peut-être détailler plus tard. Mais en tout cas, c'est vraiment une structure qu'on retrouve systématiquement. OK. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, hein, vous avez signé, cette année, un partenariat avec, LinkedIn. Ça fait un classement du top 20 des comex les plus influents sur LinkedIn. Parce que tu disais effectivement dans l'entrée, en début d'émission que, votre étude était sur X et LinkedIn. Donc là, vous avez sorti pour faire justement un classement spécifique LinkedIn. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, justement, il y a des similitudes entre les 2 classements, donc celui qui compose les 2, Twitter et LinkedIn et que LinkedIn? Oui, bien sûr, même de très fortes similitudes et qui, pour le coup, même s'il y a quelques différences, et je reviens dessus juste après, mais il y a majoritairement des similitudes, puisque majoritairement, les dirigeants prennent la parole sur LinkedIn. Ce qui veut dire que si tu regardes la part d'engagement, si je reprends donc les chiffres que je te partageais à l'instant, 4 millions d'engagements identifiés et recensés sur LinkedIn versus 200 000 sur Twitter, sur X. Pardon, j'ai encore du mal. Sur X, ça veut dire que c'est moins de 5%. Donc, le poids de LinkedIn, en fait, il est totalement prépondérant. Ça, c'est une certitude. Malgré ça, on observe quelques exceptions. Alors, je peux te les citer, il y en a 3 en fait. La première chose, c'est Orange, qui donc sont 3e dans le classement des COMEX, passe 4e, puisque Schneider Electric, donc les doubles sur la ligne d'arrivée dans le classement LinkedIn Only. Ça s'explique parce que Orange est depuis toujours très présent sur Twitter. Voilà, ils ont toujours eu une vraie culture donc de Twitter et donc ils sont 23% de leur engagement total en fait se fait sur cette plateforme. D'accord. Ça, c'est le premier élément notable. Le deuxième, c'est qu'on retrouve des éléments similaires pour Bouygues, pour qui la sentence est plus rude puisque la direction du groupe tombe de la 10e à la 16e place.
Donc là, voilà, ça a un impact un peu plus important. Et enfin, la troisième entreprise pour qui ça a un impact significatif, c'est Ipsos, dont le CEO se montre particulièrement actif sur X. Il quitte le top 20 avec une baisse de plus de 50% du score d'influence total. Voilà. X est un levier de communication corporate important pour Ipsos. D'accord. Voilà. Donc c'est ça. Globalement, c'est très similaire, mais on a trois différences notables sur ce classement LinkedIn Only. OK, alors il y a d'autres, hein, classements dans cette étude. On laissera, découvrir, nos auditeurs. Il y a le classement, par exemple, des DIRCOM, des DRH, des femmes dirigeantes, les plus influentes. Je voulais maintenant revenir sur les tendances et les faits marquants, hein. Vous constatez dans cette étude que l'activité globale des dirigeants, est en une baisse significative. Alors le chiffre, il est impressionnant, mais je pense que tu vas nous l'expliquer, de -65. Aujourd'hui, comment toi tu l'expliques cette baisse significative? Ah ouais, moi aussi, ça m'a beaucoup surpris. Cette baisse, elle est vraiment très 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 significative. Moins 65% qui s'explique de deux manières. La première chose, c'est que on observe en 2023 pour la première fois à rebours un peu d'ailleurs de ce qu'on peut parfois lire sur LinkedIn, la qualité prévaut sur la quantité. C'est-à-dire que si on se concentre sur l'ensemble donc du classement, moins 65% d'activité, mais un score d'influence qui, lui, ne varie que de 4% à la baisse, donc un tout petit peu, mais le score d'influence moyen est quasiment inchangé pour un niveau d'activité qui est quasiment divisé par 3. Donc c'est quand même donc ça c'est très notable. Et donc ce qu'on observe, la raison derrière ça, sur LinkedIn, donc c'est une meilleure compréhension des enjeux de la plateforme, des posts qui sont mieux construits, des formats qui sont utilisés et qui sont plus en adéquation avec le contenu partagé. Donc un selfie et du texte, par exemple, pour un post terrain, une visite des équipes, là où dans la mise en place, enfin dans le partage, par exemple. Et l'annonce d'une nouvelle raison d'être, comme Sodexo a pu le faire récemment, une vidéo va être privilégiée. Donc on gère peut-être un peu mieux le format, voilà, la cohérence finalement des formats et du contenu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, sans grande surprise, il y a beaucoup moins de prises de parole sur X cette année. Beaucoup, beaucoup moins. Il y a beaucoup de leaders qui se sont détournés de cette plateforme, qui continuent à rester présents, mais pour s'informer, mais qui ne prennent plus la parole comme avant. On continue à avoir des CEO pour qui bon, ça reste important d'être présent, mais c'est vrai que le reste des membres du Comex sont beaucoup moins actifs. Donc ça, je pense que c'est la deuxième raison qui explique cette baisse drastique finalement du volume d'activité. D'accord. Alors, vous avez aussi analysé justement, hein, les contenus, précisément, postés par ces dirigeants, et puis et ben, en fait, près de un dirigeant sur 2 parle ou a parlé, d'IA en 2023 sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est forcément ça étonnerait pas beaucoup de personnes. C'était quand même un des gros sujets de 2023, mais je pense qu'il le sera aussi en 2024. On verra ça l'année prochaine. Mais est-ce qu'il y avait d'autres sujets aussi aujourd'hui qui étaient vraiment mis en avant, par, les dirigeants sur ces années 2023? Alors effectivement, l'IA est ressorti comme le sujet qui a déchaîné les passions, je dirais, l'année dernière. Faut avouer qu'il y a des nouveautés à un rythme assez effréné et ça impacte directement dans l'ensemble de ces entreprises. 100% des entreprises que nous avons analysées, mais 100% des entreprises tout court, je pense, sont aujourd'hui impactées par ces nouvelles technologies. Donc évidemment, c'est important pour les dirigeants de transmettre la vision qu'ils ont autour donc de ces nouvelles technologies, parfois de rassurer aussi, hein, parce que ça peut inquiéter et ça inquiète finalement un certain nombre de collaborateurs qui peuvent se dire zut, mon job va disparaître et peut-être que je vais perdre mon boulot à cause de ces nouvelles technologies. Donc c'est important pour les directions d'accompagner finalement la compréhension de ces technologies auprès donc de leurs collaborateurs, comprendre comment elles vont être utilisées, comprendre quel impact ça va avoir sur leur métier au quotidien. Ça, c'est pour l'IA. Il y a un deuxième sujet qui a été très présent, c'est des sujets de RSE. Ça reste un sujet très important, qu'on le retrouve en filigrane de toutes les publications, quasiment donc des dirigeants. Ce sujet-là, il est en tête des sujets abordés par les dirigeants également, parce que c'est un sujet qui préoccupe leurs audiences.
On a aujourd'hui des enjeux climatiques et pas que. Il y a des enjeux de diversité, d'inclusion. Il y a des enjeux finalement d'impact et de raison d'être. Donc tous ces sujets sont aujourd'hui pris à bras le corps par les directions de la communication qui accompagnent le reste des COMEX dans finalement le relais à la fois des engagements que les entreprises ont pu prendre, mais également des résultats qu'ils obtiennent. Ça, c'est important aussi de partager leur succès, de partager les résultats que finalement les actions qu'ils mettent en place leur permettent d'atteindre. Et puis, il y a un troisième sujet, alors évidemment, oui, on peut parler, enfin, il y a pas que ces trois-là, mais le troisième sujet phare, ça reste la marque employeur. Donc, le sujet du recrutement est également un sujet qui est très important pour les directions en général. On est toujours à la recherche de talents et ça se ressent dans les posts. Le hashtag marque employeur est le hashtag qui arrive en 5e position, le hashtag le plus utilisé parmi donc l'ensemble des donc sur l'ensemble des publications analysées. OK. Alors on a vu maintenant en gros, hein, toutes les éléments autour de cette étude et je rappelle, on mettra, le lien, vers votre site dans les notes, de l'émission. On va donc, sortir maintenant un peu de l'étude pour revenir à toi, ta vision en tant qu'acteur privilégié, hein, de cet écosystème du marketing advocacy. Pour toi, y a-t-il une différence d'animation, entre la leader advocacy et l'employé advocacy? Parce que bon, voilà, vous êtes bien positionné sur la leader, mais peut-être qu'il y a une perception que nos auditeurs n'ont pas, par rapport à la vision que toi tu peux avoir. Oui, merci Patrice pour cette question parce qu'effectivement, je pense que c'est deux populations très différentes qu'on n'adresse pas de la même manière. Un leader, par définition et par expérience, euh, il n'est pas, il a besoin d'être soutenu. J'allais dire, il n'est pas autonome. Évidemment, il y a des leaders qui le sont, mais surtout quand on travaille avec des tailles d'entreprise avec lesquelles donc nous on travaille chez Amazing Content, ce sont des leaders qui ont beaucoup de choses à faire et ils sont évidemment très pris. Donc le temps est une ressource très rare pour eux. Ils ont en revanche la vision stratégique et ils ont cette capacité aussi à apporter une touche singulière dans chacune des prises de parole, pour autant qu'on leur prébâche le boulot. Donc ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin qu'on les aide finalement à créer des publications sur lesquelles eux vont avoir un rôle qui va être un rôle un peu plus de relecture et ou de validation. Et dans lesquels ils vont aussi s'assurer finalement que les enjeux stratégiques de leur marque ou les grandes thématiques sur lesquelles ils souhaitent positionner la marque sont bien présentes. Ça, c'est pour les dirigeants. Pour les employés, et donc dans des démarches donc, de programmes ambassadeurs, effectivement, là pour le coup, on peut pas apporter finalement mettre en place le même type de dispositif pour un membre de Comex qui sont 10 que pour 300 ambassadeurs qui vont être accompagnés et animés donc au quotidien. De ce fait-là, on a des profils qui sont évidemment beaucoup plus autonomes. On va avoir une animation plus orientée sur la pédagogie et la montée en compétences. Là où effectivement, voilà, on va trouver des leviers de partage de bonnes pratiques. L'animation portera davantage sur des insights marchés, etc. Là où on va accompagner les dirigeants peut-être un peu plus dans un niveau plus stratégique, de stratégie éditoriale et de posture, de positionnement, de tonalité, parfois aussi de style. Donc on a effectivement donc une approche qui est totalement différente et je dirais que on a aussi une approche qui est individuelle dans le cas de la leader advocacy versus collective dans le cas de l'employé advocacy, où on va plutôt prendre des poches finalement d'ambassadeurs qui se regroupent autour, soit parce qu'elles sont dans une fonction, donc par exemple c'est toutes les personnes qui travaillent de côté RH et donc qui ont souvent des sujets d'intérêt partagés. Donc ces gens-là, on va pouvoir finalement leur partager les mêmes veilles autour donc des sujets RH, etc. Versus donc encore une fois un leader où on va être sur du laser focus.
On va vraiment se concentrer sur un sujet lié à un événement précis sur lequel il y a une tonalité et une prise de parole bien spécifique et déterminée, donc qui doit être faite. Donc effectivement, voilà, pour moi l'approche, elle est vraiment différente, aussi bien dans caractère individuel collectif que dans le niveau de posture dans lequel on doit se positionner. D'accord. Alors, c'est vrai que, tu as parlé de ça, de cet accompagnement des dirigeants. Alors, on constate, hein, nous, quand on accompagne des dirigeants, que la gestion de leur compte, elle est souvent faite de manière très empirique. Alors, c'est pas forcément de leur faute, hein, c'est aussi le faute des fois des plateformes qui ne sont pas simples, hein, avec les problèmes de gestion, notamment des accès, des mots de passe, enfin, tous ces éléments-là. Et je voulais avoir ton avis. Alors forcément, toi qui as une plateforme, c'est peut-être un peu orienté, mais c'est intéressant quand même d'avoir ton avis sur justement, faut-il obligatoirement passer par une plateforme pour gérer quand on est un dirigeant, ou est-ce qu'on peut gérer ça d'une manière autonome avec un partage des logins de mots de passe? Ouais, ouais, aujourd'hui, je pense effectivement que ça devient absolument nécessaire pour propulser une influence collective, d'être outillé, d'avoir une plateforme métier. Autant, je pense qu'on pouvait un peu bricoler quand on n'accompagnait que le CEO. Et encore, on voit bien aujourd'hui que le fait de ne pas être assis à côté de lui toute la journée, ça peut poser des problèmes de validation. Mais dès qu'on a une ambition d'avoir une influence collective qui, à mon sens, est le levier aujourd'hui pour avoir un impact très fort et pour leverager au mieux ces plateformes, c'est important donc de structurer ça. Et je vois trois leviers, trois raisons principales, à mon sens, qui viennent plaider en la faveur aujourd'hui donc d'une structuration via une plateforme. La première chose, c'est que on en parlait tout à l'heure, l'IA est en train de bouleverser la création de contenu. Donc les plumes, écrivains, les com partners, en fonction de comment tu les appelles, aujourd'hui ils ont besoin d'être équipés pour pouvoir créer facilement, mais également pour pouvoir collaborer les uns avec les autres. Il y en a qui sont experts de certains sujets de contenu, quand d'autres vont être experts d'assets médias et vont pouvoir intégrer la bonne image ou le bon visuel. Donc faciliter ça dans des grandes organisations, ça c'est un premier élément. Ensuite, les dirigeants sont souvent par bons et par veaux, et valider simplement en un clic, c'est quelque chose qui est extrêmement confortable pour eux et qui voilà, change complètement leur approche de leur présence sur LinkedIn. Et puis c'est important de le faire également dans un cadre qui est sécurisé. Je pense à ça parce que souvent, jusqu'à présent, le partage de login mot de passe du leader pouvait être la norme. C'est pas la meilleure pratique en termes de sécurité. Je pense que les directions IT qui nous écoutent seront assez d'accord avec ça. Et puis le troisième élément, c'est pour progresser, pour itérer, effectivement avoir des accès API, ça donne de la data en temps réel. Et donc ça permet effectivement d'agréger et de voir des choses qu'on ne voit pas quand on n'a pas accès à ces data. Je donne un exemple pour illustrer mon propos. Amazing Content est en capacité de te dire sur le premier trimestre de l'année si tu as touché plutôt des publics internes à ton entreprise ou externes. Ça peut être intéressant et peux te le dire sur un post ou de manière agrégée pour ton COMEX. Si ton enjeu en ce début d'année, c'est de développer ta marque employeur et d'attirer des profils, et que tu te rends compte que 80% de ton engagement est généré en interne, c'est pas une mauvaise chose en soi, hein, mais on n'atteint pas l'objectif qui est d'aller justement toucher de nouveaux profils. Donc de ce fait-là, on va pouvoir tout de suite réorienter la stratégie et ajuster les contenus, les formats pour toucher les bonnes audiences. Donc pour moi, c'est voilà, trois raisons qui plaident aujourd'hui pour la structuration et la professionnalisation de cette démarche de leader advocacy. Juste un complément aussi, hein, tu parlais de d'IA, alors on en parle souvent, mais je pense que je ferai un épisode spécial là-dessus, mais c'est vrai qu'on sait aussi, alors que sur lequel il faut faire extrêmement attention, que les plateformes sont, elles, très attentives à ça aussi, et que, je veux dire, globalement, vous pouvez vous aider de l'IA dans la structuration de la pensée, mais il faut obligatoirement, et c'est pour ça que je dis volontairement, obligatoirement reprendre les posts, parce que sinon, en fait, alors en tout cas, les plateformes disent qu'elles arrivent à détecter, et la viralisation, en tout cas, le reach est beaucoup moins
fort quand c'est un poste qui est 100% IA que quand c'est un poste qui a été réalisé par l'humain. Donc, il faut vraiment travailler ces postes. Ça peut être une base et ça peut gagner du temps, comme tu le disais, mais il y a quand même besoin de les reprendre. Et puis, alors, l'autre point que tu évoquais pour que les gens comprennent, c'est que dans votre système, pour avoir ces informations-là, tu parlais d'informations sur les comptes, il faut effectivement que le compte soit logué sur Amazing Content pour pouvoir avoir ces données-là. Je veux dire, c'est pas des données qui Tout à sont fait. publiques. Et donc, il faut vraiment que les comptes soient plugués sur l'application. C'est des choses qu'il fallait dire pour nos auditeurs, parce que c'est vrai que souvent, c'est des données qui sont très intéressantes, comme tu le disais. Moi, j'ai toujours souvenir d'un directeur commercial avec qui j'avais discuté qui me disait 95% de ses postes étaient validés, aimés par les gens de l'interne, comme tu le disais. Et donc, je lui avais dit que c'était effectivement certainement pas la cible pour un directeur commercial, qui était plutôt à aller chercher des Ouais. clients. Donc, c'est des choses qui sont quand même très intéressantes à suivre. Alors, on a beaucoup parlé de X, de LinkedIn. Il y a une autre plateforme qui arrive aussi, hein, et forcément, on va parler de TikTok pour toucher. Aujourd'hui, c'est quand même une cible plus jeune, même si on sait que sur TikTok, il y a des profils maintenant de plus en plus âgés qui arrivent. Et pour toi qui justement connais maintenant tout cet univers de la leader advocacy, est-ce que on peut imaginer que ce réseau-là devienne aujourd'hui un réseau aussi pour les leaders advocacy? Euh, Excellente question que je trouve passionnante. Si je peux me permettre, juste avant d'y répondre, je fais un tout petit tour par l'IA dont tu viens de parler, sur lequel je voudrais abonder dans ton sens en fait. Euh, je, je trouve aujourd'hui que l'IA fait des choses formidables, mais on peut le rappeler, ça nécessitera toujours d'avoir la revue humaine, parce que il y a plusieurs. Moi, j'ai repéré deux éléments qui sont absolument fondamentaux. Le premier, c'est que dès qu'il y a un chiffre qui sort, il faut faire très attention parce que franchement, il hallucine. Les IA peuvent halluciner très rapidement autour donc de la création de chiffres, donc il faut faire très attention à ça. Et puis parfois, ça peut être très creux aussi. Ça paraît très beau, mais c'est creux. Donc c'est là où j'abonde dans ton sens. C'est essentiel en fait. C'est un super levier pour lutter contre le syndrome de la page blanche. Par contre, et donc après, c'est beaucoup plus facile de corriger finalement un post écrit à la manière d'eux que de partir de zéro et donc de tout rédiger. Mais il faudra toujours avec certitude que les plumes aujourd'hui soient dans cette optique finalement de reprendre et d'améliorer. Bon, c'était juste pour compléter parce que je suis très aligné avec toi et c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que ça va nous remplacer? Non, je n'y crois pas du tout. Les posts, ça aide énormément, mais on aura toujours besoin d'avoir une plume qui finalement puisse reprendre et ajuster et mettre vraiment en cohérence avec les messages de la marque. Hmm. Alors, Euh, revenons à TikTok alors maintenant. et donc, revenons sur TikTok, absolument. Et donc, TikTok, est-ce qu'on peut l'imaginer? Alors, on ne doit jamais dire jamais, n'est-ce pas, Patrice? Mais Ouais. aujourd'hui, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on voit que les dirigeants, déjà, ils ont pas le temps. Leur faire relire un poste, parfois, c'est même ça, c'est compliqué. Et ils prennent du temps, et enfin, ça leur prend 5 minutes. Et déjà, parfois, on a du mal à catcher chez eux, donc c'est 5 minutes pour qu'ils le fassent. Euh, Leur faire une vidéo. Je vois mal, je le vois mal prendre le temps de manière régulière, une fois par semaine, pour tourner cette vidéo au bon format avec toute la connaissance que ça implique. Euh, Même avec l'IA, parce qu'on pourrait se dire, justement, l'intelligence artificielle va faire des vidéos une commodité, comme ça fait du contenu une commodité. Donc effectivement, le coût de la création de contenu a chuté depuis que l'IA est sortie. L'IA s'est attaquée au texte dans un premier temps, mais bon, la vidéo est en train d'arriver, ça arrive très vite. Il y a sûrement des choses qui sont assez incroyables, donc on ne soupçonne même pas, qui vont être dévoilées dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Mais malgré tout, il y a quand même un enjeu finalement de prendre le temps de tourner cette vidéo et je pense que mettre en place cette structuration, enfin structurer du coup cette démarche-là, je le vois pas tout de suite. C'est à mon avis avant 2 3 ans, je vois pas ça. Après, est-ce qu'il devrait y être Je pense que c'est important de parler aux jeunes générations et peut-être que d'ailleurs on le voit un peu plus. Je vois que La Poste là, a sorti son compte corporate sur TikTok. Là, je crois il y a quelques jours seulement. Typiquement, ça c'est plutôt une démarche qui me paraît assez cohérente. Le fait d'être présent en tant qu'entreprise pour parler aux jeunes dans une démarche de recrutement, je pense que ça a du sens et je pense que c'est plus facile à gérer que la leader advocacy sur TikTok qui me semble vraiment complexe.
Donc, à ce stade, là, je suis D'accord. circonspect sur le fait que ça émerge dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Après, encore une fois, voilà, on ne sait pas quelles sont les technologies qui peuvent émerger. Ouais. De toute manière, c'est enregistré, donc on ressortira, dans quelques années, ce que tu viens de dire en disant voilà, ça arrivera jamais si ça se passe. Alors justement, c'est aussi une évolution, hein, on donc vous êtes très présent dans l'analyse de LinkedIn. Il y a forcément alors là, c'est plutôt personnel, hein, une réflexion personnelle. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la Facebookisation de LinkedIn sur des éléments beaucoup plus personnels, qui sont, diffusés, sur, ce support qui était un support très pro il y a quelques années. Il y a une évolution. En plus, là, on a entendu dire qu'effectivement LinkedIn voulait lancer aussi des jeux au sein de la plateforme pour garder aussi les gens sur la plateforme. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose, cette Facebookisation? Est-ce que c'est des choses normales? Comment toi, tu perçois cette évolution? Je pense que c'est une bonne chose que les posts intègrent un peu plus d'émotion au travers de l'authenticité et de la sincérité, puisque c'est ça qui fait qu'on accroche. D'ailleurs, les premiers, les pionniers du leader advocacy sont des personnes qui nous parlaient avec sincérité. Quand on pense à Emmanuel Faber, qui était là il y a quelques années à la tête de Danone, on ressentait tout l'engagement qu'il y avait dans cette personne. Michel-Édouard Leclerc, c'est pareil, il est engagé pour les prix faibles depuis le début et on sent sa sincérité dans ses posts. Et donc ça, je pense que c'est important. On en a besoin. Par contre, effectivement, il y a des postes qui n'ont pas leur place, où on a eu un étalage de la vie privée qui me semble pas particulièrement pertinent. Voilà, c'est comme tout, il y a des gens qui vont trop loin. Je dirais que, enfin, oui, même à titre personnel, moi, parfois, j'ai été saoulé, quoi, de voir certains posts. Je me disais, wow, ah oui, d'accord, ça y est, ça arrive sur LinkedIn, quoi. Ouais. Bon, d'accord. Mais dans le fond, la démarche de s'investir, de s'impliquer, c'est une démarche qui est attendue et c'est la seule qui fonctionne. Donc, il y a voilà, faire la part des choses. Je pense que la tendance, elle est plutôt positive. Mais comme tout, il y a des dérives. D'accord. Alors, l'intérêt, comme à chaque fois on arrive à la fin de cette émission, comme tu disais, il y a des gens qui sont inspirants, des gens qui, pour soi sont référents un peu sur, leur prise de parole, sur, les médias sociaux. Est-ce que tu aurais quelques noms justement à nous partager qu'on mettra, aussi bien évidemment dans les notes de l'émission? Et comme évidemment j'ai fait mon job avant et j'ai écouté un certain nombre de tes podcasts, c'est une question que j'avais préparée. Voilà. Donc oui, j'en ai plusieurs, notamment moi il y en a plusieurs qui me sont venus directement en tête et pour des raisons diverses. Pour l'aspect terrain, moi je recommanderais Rami Bétier, qui était donc l'ancien CEO France de Carrefour et qui maintenant gère cette chaîne d'hôtels qui m'échappe, mais en tout cas, lui, il est très bon là-dedans. Il y a Barbara Lavernoche chez L'Oréal aussi, qui est dans un style un peu plus corpo, mais qui est très terrain. Sur le full corpo, Emanezat, d'ailleurs, c'est le CEO le plus influent du SBF 120, je crois, depuis 4 ans, si je dis pas de bêtises. Je vais me faire gronder si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est le cas. Donc, il est donc très bon là-dedans. Frédéric Fougera, que tu as d'ailleurs reçu, si je me trompe pas, Ouais. pour vraiment la côté com, pour le métier. Ça, c'est aussi très intéressant de le suivre. Côté marque employeur, je pourrais recommander Jean-Claude Legrand chez L'Oréal, qui est le DRH le plus influent pour le coup depuis 4 ans du SBF 120, et ça, j'en suis certain. Bravo à lui. Côté engagé, Michel-Édouard Leclerc. J'en ai parlé. Je pense que c'est vraiment un profil qui est un pionnier et qu'il faut suivre. Et quand on parle de leader advocacy, on peut pas vraiment d'ailleurs en parler sans le citer. Euh, J'aime aussi suivre Aliette, qui est la CEO, Aliette Mouillet-Lompré, pardon, qui est la CEO d'Orange Business, elle pour l'alliance du pro et du perso. Ça, c'est très intéressant, c'est la manière dont elle manie les deux. Et puis, je terminerai par Christelle Edbad, qui, elle, je trouve, manie à la fois la simplicité et l'humilité. Donc, voilà, j'ai trouvé toutes ces personnes, pour des raisons différentes, me sont venues en tête assez vite quand j'ai préparé cette émission. Eh ben, c'est parfait, Elliot. C'est un des références très, très intéressantes quand il y a des gens qu'on n'avait pas eu encore. Tu disais que, parce que forcément, c'est une question que je pose sur l'ensemble des gens des personnes que j'ai reçues dans le cadre de ce podcast. Et donc, ben, maintenant, on arrive à la fin de cet épisode. Merci mille fois, Elliot, hein, pour ces échanges, pour ta participation au podcast de la Leader Advocacy du site leaderadvocacy.com. N'hésitez pas à partager ce podcast à
une amie ou un ami à mettre une note sur les plateformes du streaming, merci à vous et on se retrouve dans 15 jours pour encore une très belle rencontre autour de la leader advocacy. Au revoir Elliot. Au revoir Patrice, merci.